Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par les éditions Dalloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité, dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui, c'est la question difficile et d'actualité des violences sexuelles à l'encontre des mineurs qui va nous occuper pendant les minutes qui nous sont imparties. Madame d'Arsonville, vous êtes professeure à l'Université de Paris-Nanterre, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, et vous êtes membre du Centre de droit pénal et de criminologie de l'Université de Paris-Nanterre. Votre domaine de recherche privilégié est la question des infractions à l'encontre des personnes, et plus spécifiquement, ces deux domaines, les violences sexuelles et les violences conjugales. Plusieurs propositions de loi ont été déposées ou vont être déposées au sujet des violences sexuelles sur les mineurs qui occupent beaucoup l'actualité en ce moment. Je pense qu'il serait intéressant avant toute chose que vous nous présentiez les différentes infractions qui existent en droit positif aujourd'hui et qui peuvent être poursuivies à l'encontre d'auteurs en la matière. Bonjour Maude. Alors effectivement, on peut peut-être repartir des textes qui sont déjà existants et des modalités possibles de poursuite. Si on s'attache précisément aux mineurs, il faut distinguer deux hypothèses différentes selon que les relations sont consenties entre tous les partenaires ou sans consentement. Alors sans le consentement, on a deux grandes incriminations. D'abord le viol, qui est l'acte de pénétration sexuelle sans le consentement, et le viol fait l'objet d'une circonstance aggravante quand le mineur est un mineur de 15 ans. C'est-à-dire que je rappelle, ça veut dire moins de 15 ans en réalité. Il y a également l'agression sexuelle. Donc l'agression sexuelle, c'est cette fois-ci un délit. Et ce sont, pour schématiser un peu, toutes les autres atteintes sexuelles hors pénétration qui sont commises sur une victime sans son consentement. Et à nouveau, on a une circonstance aggravante si le mineur est un mineur de 15 ans, si la victime est un mineur de 15 ans, la peine passant de 5 à 10 ans. Alors, sur ces deux qualifications, viol et agression sexuelle, peut se rajouter une surqualification d'inceste. Donc, c'est un mécanisme un peu spécifique, mais la qualification d'inceste s'ajoute au viol. Donc c'est un viol incestueux qui va être perpétré. La définition de l'inceste résulte d'une loi de 2016 et donc on prend la sphère familiale, les ascendants, frères, sœurs, oncles, tantes, etc. Donc ça, ce sont les infractions lorsqu'il n'y a pas de consentement. Et puis il y a un second volet avec une infraction que l'on appelle l'atteinte sexuelle, qui est l'hypothèse assez spécifique dans laquelle il y a un majeur qui a des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans, mais il s'agit de relations sexuelles consenties, c'est-à-dire que les partenaires sont consentants. Alors la société pose un interdit absolu à ces relations jusqu'à l'âge de 15 ans, et il s'agit d'un délit qui est dorénavant puni d'une peine de 7 ans d'emprisonnement. Donc ça veut dire que par contre, entre 15 et 18 ans, si un mineur est consentant à des relations sexuelles avec un majeur, il n'y a absolument pas d'infraction pénale. Mais tout est vraiment lié au consentement. C'est-à-dire que le défaut de consentement entraîne automatiquement infraction pénale, mais il y a donc simplement une espèce de volet dans lequel, entre les 15 et 18 ans, si tout le monde est consentant, il n'y a pas d'infraction pénale. Merci, c'était très clair. Il y a 2 ans à peu près, en août 2018, la loi qui a été portée par Marlène Schiappa a été votée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les modifications qu'elle avait apportées en termes de pénologie ? Et puis on se souvient qu'il y avait eu un débat autour de la question du consentement qui, je pense, mérite aussi d'être éclairci. La loi Schiappa du 3 août 2018, elle a modifié quand même beaucoup d'éléments sur les infractions sexuelles, mais pour cerner plus sur la protection des mineurs, elle a effectivement très largement redéfini le défaut de consentement. Donc il faut bien comprendre que dans les agressions sexuelles, donc viol ou agression sexuelle, l'élément commun, c'est le défaut de consentement qui est prévu à l'article 222-22 du Code pénal et qui précise que le défaut de consentement se matérialise par 4 éléments que sont l'usage par l'auteur de la menace, la violence, la surprise ou la contrainte. Donc ça, c'est le cas pour les majeurs ou les mineurs sans difficulté. La difficulté à laquelle la jurisprudence est confrontée, c'est que
démontrer la violence physique ou la menace, ça reste relativement simple, si on peut dire. En revanche, démontrer la contrainte morale ou la surprise, c'est beaucoup plus difficile parce qu'évidemment, on n'a pas d'éléments probatoires tangibles. Et on se rend compte que lorsqu'il y a des agressions sexuelles sur les mineurs, on est principalement sur l'utilisation de la contrainte morale ou de la surprise sur le mineur. Donc il y avait eu d'abord une première loi de 2010 qui avait tenté de redéfinir mieux la contrainte et la surprise pour les mineurs pour essayer de faciliter le travail du juge. La loi Schiappa a voulu aller beaucoup plus loin et au moment des débats autour de ce projet avait été soulevée la possibilité en fait d'établir une présomption de non-consentement qui était alors à cette époque fixée autour de 13 ans et qui était de dire qu'en fait tout acte sexuel sur un mineur de 13 ans était automatiquement présumé non consenti. Alors c'est une présomption qui avait été contestée très vivement par le Conseil d'État qui a rendu un avis en mars 2018 en expliquant que établir une telle présomption revenait in fine à établir une présomption de culpabilité de l'auteur. C'est-à-dire que tout auteur qui commettait un acte sexuel sur un moins de 13 ans était présumé auteur de viol. Et cette présomption, elle est strictement contraire à la fois à nos exigences constitutionnelles mais aussi aux exigences conventionnelles parce qu'il n'est pas possible dans un état de droit de présumer la culpabilité de quelqu'un pour un crime qui fait, je le rappelle, encourir 20 ans de réclusion criminelle. Donc cette hypothèse a été abandonnée dans la loi Schiappa, ce qui a suscité évidemment beaucoup de déception, notamment de la part des associations. Et la loi Schiappa s'est attelée à redéfinir la contrainte et la surprise. Alors ce qui est un peu compliqué, parce que du coup on a deux surdéfinitions de la contrainte morale et de la surprise. Je me permets juste de citer le nouveau texte issu de la loi Schiappa, c'est l'article 222-22-1, l'alinéa 3, qui précise que lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Alors, je pense que toute personne qui entend ce texte se rend compte que le texte n'est pas forcément extraordinairement simple, je pense, à utiliser pour les magistrats. Bon, on peut noter quand même que c'est un peu étrange déjà de mélanger contrainte et surprise alors que ce sont deux éléments différents. Et puis, les problématiques pour les juges, c'est comment on détermine un abus de vulnérabilité et comment on détermine qu'un mineur n'a pas de discernement à l'acte sexuel, c'est-à-dire comment on établit qu'un mineur n'est pas discernant pour consentir à un acte sexuel. Donc très clairement, la modification, elle était un peu déceptive. Alors après, il faut aussi relativiser un peu. Je rappelle, vous l'avez dit, que la loi n'a que 2 ans, donc on a une application vraiment extrêmement récente. Il est difficile aujourd'hui d'avoir du recul et de savoir si la loi a vraiment amélioré ou non la situation des mineurs. Moi, je suis plutôt réservée sur la rédaction, mais on ne dispose pas aujourd'hui d'éléments nous permettant vraiment de savoir ce qu'il en est. Autre point important, la loi a modifié la peine du délit d'atteinte sexuelle dont on a parlé précédemment, puisque la peine est passée de 5 ans à 7 ans d'emprisonnement. Ce qui là aussi interpelle un peu, parce que soit c'est un message assez fort qui est de dire qu'on augmente la peine pour bien signifier aux majeurs que toute relation sexuelle avec un moins de 15 ans est interdit, même si tout le monde est consentant, c'est interdit, c'est un interdit sociétal fort, et donc on monte la peine. Soit le risque, et là aussi il n'est pas quantifiable puisque la loi n'a que 2 ans d'application, mais le risque était que ce délit serve en fait de correctionnalisation du viol quand on n'arrive pas à démontrer le viol. Dans la pratique avant 2018, c'était déjà le cas, ça a fait l'objet d'affaires qui ont été très médiatisées. Lorsque les magistrats n'arrivaient pas à établir un défaut de consentement, eh bien on se rabattait, enfin je suis désolée, le terme n'est pas très élégant, mais on se rabattait sur cette qualification délictuelle qui ne nécessite pas de prouver le défaut de consentement. Et auquel cas la stratégie était de dire un peu si on ne peut pas qualifier viol, à défaut, on va correctionnaliser en atteinte sexuelle, mais au moins on aura un peu monté la peine, donc l'auteur sera un peu plus condamné, ce qui évidemment soulevait beaucoup de questions sur la correctionnalisation. À nouveau, la loi est trop récente pour pouvoir savoir quelle en a été véritablement l'application. Alors, je rebondis sur vos propos, peut-être pour vous faire préciser les notions de contrainte morale et de surprise qui, je pense, ne sont pas évidentes à saisir au-delà du cercle des pénalistes.
outre la définition fort complexe qui résulte de la loi, la contrainte morale, c'est vraiment la pression morale, l'exercice d'un ascendant moral sur la victime pour la contraindre à un acte sexuel auquel elle n'est pas consentante. La notion de surprise, elle est plus difficile à appréhender. Le terme n'est pas d'ailleurs n'est pas propre véritablement à ce que l'on veut dire. La notion de surprise, c'est le fait de surprendre le consentement de la personne. Je peux vous donner 2 exemples tirés de la jurisprudence. Ce serait par exemple un médecin qui ausculte une patiente et qui va commettre des atteintes sexuelles sur cette patiente alors qu'elle imagine être auscultée pour une raison tout à fait banale, et il va y avoir un acte de pénétration sexuelle. Le consentement est surpris parce que la patiente n'est absolument pas préparée à subir un tel acte et ne s'y attend pas. Donc il y a vraiment un consentement surpris. Un autre exemple également tiré de la jurisprudence serait l'hypothèse par exemple d'un entraîneur sportif qui part en compétition avec son jeune sportif et qui ne réserverait qu'une seule chambre d'hôtel, obligeant le mineur, découvrant la situation, à dormir dans le même lit de l'entraîneur. Au cours de la nuit vont se dérouler des actes sexuels. Voilà un peu ce que pourrait être le consentement surpris. J'ai une question au sujet d'un post que nous sommes plusieurs à la rédaction à avoir vu sur les réseaux sociaux qui présente une très jeune fille avec une bannière indiquant 13 ans, donc consentante. Ce post fait référence à une proposition de loi qui a été votée par le Sénat et qui est maintenant présentée devant l'Assemblée nationale, dont le titre est « Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ». Et certains pensent donc que cette proposition de loi viendrait en réalité faciliter les viols des mineurs dès qu'ils ont atteint 13 ans. Je pense qu'il est important d'expliquer ce qu'il y a dans cette proposition de loi et d'expliquer que bien sûr le Sénat n'a pas voté une loi qui facilite le viol des enfants de 13 ans. Alors, le Sénat n'a évidemment jamais fait une telle chose. C'est complètement faux et on va revenir sur le fond de la proposition. C'est totalement absurde d'émettre ce genre d'idée. C'est absurde, il suffit d'ouvrir un texte de loi pour s'en rendre compte. Mais moi, je voudrais quand même aussi dire que je trouve qu'au-delà de l'absurdité de cette fake news, c'est une diffusion d'un post que je trouve particulièrement... C'est même pas inapproprié, moi je dirais que c'est même dangereux, parce qu'on a un certain nombre de personnalités qui relaient cette information. Or, on est quand même aujourd'hui à une époque où on sait que dénoncer des faits d'agression sexuelle, c'est horriblement difficile pour les mineurs. Donc, transmettre un message au public de ces stars qu'à partir de 13 ans, elles sont consentantes, ça veut aussi dire qu'elles ne peuvent plus déposer plainte. Donc moi, je trouve que, au-delà de diffuser une information qui est complètement stupide, je trouve ça extrêmement contre-productif quand on prétend aider les victimes mineures parce qu'effectivement on diffuse un message qu'après 13 ans vous êtes consentant, vous ne pouvez pas déposer plainte, ce qui est faux et qui à mon avis peut brider la parole de certaines victimes. Alors pour revenir à la proposition, d'abord vous l'avez parfaitement rappelé, on est au stade d'une simple proposition, donc nul ne sait ce qu'il adviendra après, donc il est possible que la proposition n'aboutisse jamais à une loi, ça n'est pas du tout une loi, c'est pour l'instant une proposition votée en première lecture. L'idée du Sénat, alors vous l'avez compris, c'est vraiment une réaction un peu très rapide au phénomène médiatique lié au livre sur l'inceste de Camille Kouchner. C'est une proposition de loi dont l'idée principale est en fait de créer une infraction autonome pour les mineurs, c'est-à-dire pour les enfants âgés entre 0 et 13 ans, justement pour sortir de la difficulté dont on a parlé précédemment, de la démonstration du défaut de consentement. Donc partant de ce postulat que le défaut de consentement peut être difficile à démontrer, plutôt que de retravailler le défaut de consentement et ce qu'avait fait la loi de 2018, il s'agit de créer une infraction complètement autonome. Alors, vous avez cité le texte tel qu'il a été voté en première lecture, donc très schématiquement, ça veut dire que tout acte de pénétration sexuelle, dès lors qu'il est commis sur un enfant entre 0 et 13 ans, devient une infraction punie de 20 ans de réclusion criminelle, et donc on n'a absolument plus à se poser la question du défaut de consentement. Alors, ça ne veut absolument pas dire, je le répète, qu'après 13 ans, il n'y a plus de protection des mineurs. Bien sûr que non, puisqu'on a, je l'ai rappelé tout à l'heure, une infraction qui s'appelle le viol. Donc, ça veut dire que de 0 à 13 ans, on aurait cette infraction autonome, qui d'ailleurs n'a quand même pas de nom, ce qui est un peu particulier. Et puis, de 13 ans jusqu'à la fin de sa vie, il existe le viol, donc évidemment que le mineur reste protégé. Moi, je voudrais simplement dire un petit mot sur le seuil de l'âge, puisqu'on entend beaucoup de discussions sur 13 ans ou 15 ans, et d'ailleurs, la proposition de la députée Alexandra Louis, elle, fixe à 15 ans. Alors, c'est assez
intéressant parce que je pense qu'il faut aussi rappeler que ce choix entre 13 et 15 ans, il a du sens en droit pénal et qu'il est un choix politique. En fait, là, c'est vraiment un choix de société. Ça n'est pas un choix juridique. Alors pourquoi ? Parce que 13 ans, c'est un âge qui fait sens puisque en matière pénale, le mineur délinquant, donc l'auteur d'une infraction, est responsable à partir de 13 ans, et c'est le sens de la nouvelle réforme qui va entrer en vigueur, c'est cet âge-là. Donc on pourrait logiquement dire que si on est pénalement responsable, c'est qu'on est aussi suffisamment discernant pour l'acte sexuel. Donc l'âge de 13 ans, il fait sens, et l'âge de 15 ans, il fait aussi sens parce que dans beaucoup de textes en matière pénale, il y a une circonstance aggravante à partir de 15 ans, ce qui veut dire que le législateur considère qu'en dessous de 15 ans, le mineur est vulnérable et mérite une surprotection. Donc les deux âges sont intéressants et quel que soit le choix, ce sera un choix d'abord politique. Alors sur le texte lui-même du Sénat, quelques réflexions. Je pense que d'abord la seule question qui a du sens, c'est est-ce que les mineurs seront mieux protégés ? C'est vraiment le but de la loi, donc c'est la question à laquelle il faut réfléchir. Moi j'ai quelques réserves. D'abord, je trouve très dommage que ce texte qui a été un peu rédigé dans l'urgence, tout le monde l'a très bien compris, ait oublié une réforme qui date de 2018 sur la définition du viol, puisque le texte dit tout acte de pénétration commis par une personne majeure sur un mineur, et donc n'a pas repris une modification de 2018 qui disait que le viol pouvait être la pénétration sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Et c'est pas du tout anecdotique pour les mineurs, parce que pour avoir travaillé sur beaucoup de dossiers, on a vu que ce qui peut arriver souvent, c'est un auteur majeur qui, par exemple, va faire une fellation sur le mineur. Et c'est pour ça que la loi de 2018 avait ajouté cette précision, et il est fort dommage quand on fait une proposition qui vise à protéger les mineurs d'avoir oublié cet aspect qui quand même résulte de 2018. J'ai une autre interrogation cette fois sur la preuve. Alors certes, le texte fait disparaître le problème de la preuve du consentement, on n'a plus à prouver la contrainte. La difficulté à mon avis, c'est que le texte précise bien que le texte s'applique si l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. Je pense que tout le monde comprend bien que sur un enfant de 5 ans, l'auteur ne pourra pas dire qu'il pensait qu'elle en avait 14. Comment on va faire pour des enfants entre 10, 12, 13 ans, 14 ans, où physiquement on peut ne pas effectivement savoir l'âge du mineur ? Donc j'ai un peu peur que ça crée un nouveau problème qui soit la preuve de la connaissance de l'âge par l'auteur. Et puis j'ai une dernière réserve, c'est que je trouve un peu dommage que cette infraction qui n'a plus de nom, qui est la relation sexuelle avec un mineur, justement perde le nom de viol. Je crois qu'il est important symboliquement de nommer les choses. Je crois qu'il est important que les mineurs sachent qu'ils ont été victimes de viol et pas d'une infraction autonome, et que dans une société dans laquelle on le voit, même si les choses évoluent, la reconnaissance de la réalité des viols et des violences sexuelles reste quand même difficile. Je trouve important quand même que symboliquement, ce terme-là demeure dans la loi et qu'on n'ait pas cette infraction autonome qui soit déconnectée des agressions sexuelles. Au mois de décembre, la députée Alexandra Louis a remis un rapport d'évaluation sur la loi Schiappa, donc il y a 2 ans, on le rappelle. Ce rapport très complet, très travaillé, fait notamment une proposition de création de 2 infractions, un crime et un délit autonome. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette proposition de la députée Louis ? La députée Alexandra Louis a fait un rapport d'évaluation dans lequel elle fait un certain nombre de propositions qui devraient être déposées très prochainement à l'Assemblée nationale. Alors les propositions rejoignent en partie celle qui a été votée en première lecture au Sénat, mais les propositions sont beaucoup plus abouties, et surtout l'intérêt majeur de ces propositions, c'est de repenser globalement les violences sexuelles sur les mineurs. Donc c'est vraiment un travail qui est très élaboré, qui est de ce point de vue-là assez intéressant. Alors, la proposition, c'est à nouveau de créer 2 infractions autonomes. Alors je dis à nouveau parce que c'est vraiment la même idée qu'au Sénat, c'est de dire qu'il faut détacher les violences sexuelles sur les mineurs de la question du défaut de consentement, et donc pour cela, 2 nouvelles incriminations seraient créées. Alors une qui serait de nature criminelle, qui en gros remplace le viol, et une seconde de nature délictuelle qui remplace l'agression sexuelle. Donc la première, c'est l'acte sexuel avec pénétration, la seconde, c'est l'acte sexuel sans pénétration, et les 2 s'appliquent sur mineurs cette fois-ci de 15 ans.
Donc là, effectivement, le seuil de la répression est rehaussé et dans la même logique que la proposition, ça voudrait donc dire que dans les éléments constitutifs, il faudrait démontrer alors soit l'acte de pénétration, soit l'absence de pénétration si on est en crime ou un délit et l'âge de la victime. Autre élément qui est intéressant dans ce rapport, si on introduit ce type de dispositif, ça veut dire que tout acte sexuel par un majeur sur un moins de 15 ans devient crime ou délit. Or, la question qui s'était posée, c'était que fait-on si on a, par exemple, un mineur de 14 ans qui a des relations sexuelles parfaitement consenties avec un plus grand de 17 ans du lycée? Que se passe-t-il le jour où ce grand a 18 ans ? Il devient automatiquement auteur d'un crime. Donc, pour éviter ce type de situation, est proposé un fait justificatif spécial, dont la rédaction, je pense, pourra peut-être bouger, mais qui est en quelque sorte de dire que s'il y avait au préalable, c'est-à-dire avant la majorité, déjà des relations sexuelles consenties, l'acquisition de la majorité ne fait pas tomber évidemment le très jeune majeur dans la criminalité. Alors, ces infractions se doublent d'un autre élément qui est important, qui est l'abrogation du fameux délit d'atteinte sexuelle. Puisque, à partir du moment où on considère que tout acte sexuel jusqu'à 15 ans est nécessairement réprimé par la loi, eh bien, évidemment, ça fait tomber l'atteinte sexuelle qui n'a plus lieu d'être, puisqu'on ne se pose plus cette question-là. Donc, l'atteinte sexuelle ne serait préservée, et ça, je pense que c'est très intéressant, que dans une situation qui auparavant n'était pas prévue dans la loi, qui serait l'hypothèse des mineurs entre 15 et 18 ans, mais lorsque le mineur est en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire concrètement lorsqu'il s'agit de relations sexuelles entre un mineur et par exemple un parent proche ou une personne qui a un ascendant sur le mineur ou une autorité de droit ou de fait. Et enfin, le rapport, dernier point, se propose de réunir toutes ces infractions sexuelles sur les mineurs dans un chapitre séparé. C'est-à-dire que pour qu'il y ait plus de lisibilité dans les textes et dans le code, eh bien, tous les dispositifs normatifs seraient réunis dans un même chapitre. Alors, ce qu'on peut dire peut-être sur cette proposition, d'abord, c'est qu'évidemment, elle est évidemment beaucoup plus aboutie que celle du Sénat. Il y a un aboutissement dans l'écriture du texte, il y a un aboutissement dans la réflexion globale. J'aurais évidemment exactement les mêmes réserves, c'est-à-dire comment on va démontrer la connaissance de l'âge de 15 ans par l'auteur. La même réserve qui est à nouveau la disparition symbolique du mot viol. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une proposition qui est beaucoup plus réfléchie. Moi, j'ai quand même une petite interrogation sur ces propositions actuelle, mais aussi sur tout ce qui a été fait précédemment en 2010 ou en 2018, c'est l'absence totale de réflexion sur les majeurs. On ne réfléchit aujourd'hui, et là on est très lié évidemment à l'actualité médiatique, on ne réfléchit que protection des mineurs. Alors tout le monde le comprend bien, il ne s'agit évidemment pas de remettre ça en question, mais moi je m'interroge sur par exemple la création, comme dans cette proposition, de dire on va protéger les mineurs parce qu'ils ne peuvent pas consentir. Qu'est-ce qu'on fait des majeurs qui ne peuvent pas consentir ? Qu'est-ce qu'on fait des personnes atteintes de pathologie mentale qui ne peuvent pas consentir et qui vont quand même, elles, ne pas bénéficier de cette infraction dérogatoire ? Est-ce qu'on crée aussi une infraction dérogatoire pour les majeurs atteints de pathologies qui ne peuvent pas consentir ? Dans ces cas-là, évidemment, on va ajouter des dérogations aux dérogations et je pense qu'on va perdre toute la substance même des textes de viol. Et puis, je trouve aussi très dommage qu'on ne se pose jamais la question des difficultés auxquelles des majeurs sont confrontés dans la démonstration de la contrainte morale et de la surprise. On sait aujourd'hui quand même, toutes les études de sociologie le démontrent, que les viols sont commis en très grande majorité dans la sphère familiale, conjugale ou d'interconnaissance. Donc on sait aujourd'hui que les majeurs sont aussi très souvent sous l'emprise d'une contrainte morale. Et bien pour eux, la définition n'a jamais été repensée, alors que les majeurs ont aussi beaucoup de difficultés à démontrer la contrainte morale. Et donc je trouve un peu dommage que la focale soit mise uniquement sur les mineurs, même si on peut comprendre évidemment l'importance de protéger les mineurs, et qu'on oublie complètement les difficultés auxquelles sont confrontés également les majeurs. Un autre sujet est actuellement débattu, et d'ailleurs débattu depuis très longtemps, c'est la question de la prescription, qui revient aussi à chaque nouvelle proposition de loi en la matière. Et de nouveau, on a une question sur l'imprescriptibilité. Quel est votre sentiment en la matière ? Avant d'évoquer l'imprescriptibilité, un bref rappel sur les délais qui existent aujourd'hui, les délais dans le droit positif. Donc depuis la loi de 2018, les délais en matière de crimes sexuels sur mineurs sont passés à 30 ans, mais 30 ans à compter de la majorité. Donc en fait, il y a une double dérogation, puisque c'est un délai allongé et un délai qui démarre à la majorité. Donc ce qui veut dire très concrètement qu'une victime mineure peut déposer plainte jusqu'à ses 48 ans à présent.
Pour les agressions sexuelles, si c'est une agression sur un mineur de 15 ans, le délai c'est 20 ans à compter de la majorité toujours. Et si c'est une agression sexuelle, mais sur un mineur entre 15 et 18 ans, le délai est de 10 ans à compter de la majorité toujours. Je rappelle juste quand même qu'on est bien sur des délais dérogatoires, puisque les délais pour les autres infractions, pour les crimes, c'est 20 ans. Donc là, en crime sexuel sur mineur, c'est 30 ans. Donc on a quand même une dérogation importante. Et pour les délits, c'est 6 ans. Donc on est, en matière de violence sexuelle sur les mineurs, très clairement dans un système qui est déjà dérogatoire. Alors maintenant, sur l'imprescriptibilité, le rapport de la députée Alexandra Louis ne préconise pas l'imprescriptibilité. Le rapport conclut que la situation aujourd'hui, donc depuis 2018, semble une situation équilibrée et ne nécessiterait pas un allongement supplémentaire. Alors moi, je partage totalement cet avis pour plusieurs raisons pour lesquelles il me semble que l'imprescriptibilité ne serait pas une très bonne idée. D'abord, quand même, la première, c'est que ce débat sur l'imprescriptibilité, il naît régulièrement et il naît globalement à chaque nouvelle révélation médiatique dans lesquelles les victimes exposent être confrontées à une prescription acquise. Alors, c'est tout à fait juste, mais il faut quand même pas oublier que si je prends l'affaire Kouchner, certes, les faits sont prescrits, mais parce que les faits ont lieu, sauf erreur de ma part, dans les années 80. Mais il faut quand même savoir que maintenant, avec la loi de 2018, et pour l'avenir, les choses ne seraient pas pareilles. Donc je trouve que raisonner aujourd'hui sur des faits qui ont eu lieu il y a 30 ans, c'est un peu biaiser le débat, parce qu'on n'est plus dans cette situation-là, et pour l'avenir, on peut espérer que les choses seront bien améliorées pour les victimes. Sur l'allongement des délais, et sur l'allongement jusqu'à l'imprescriptibilité, moi j'y suis plutôt opposée, alors pour des raisons qui sont évidentes pour tous, c'est que bien sûr, plus le temps passe et plus on a un risque de déperdition des preuves, et donc un risque de ne pas pouvoir mener de procès pénal, parce qu'on n'aura plus de preuves. On imagine bien qu'un procès 40 ans après les faits, la démonstration probatoire, elle va être extraordinairement difficile. De ce fait-là, augmenter encore la prescription, c'est aussi un peu un leurre pour les victimes, parce que il faut bien comprendre qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que, certes, on peut déposer plainte très tard, mais déposer plainte ne veut pas dire procès pénal. C'est deux choses très différentes. Et déposer plainte 60 ans après les faits, à aucun moment, ça ne signifie qu'on a l'opportunité d'avoir un procès pénal. Les victimes risquent plutôt d'être confrontées à une situation qui est extraordinairement violente, qui va être d'être confrontées à un classement sans suite, voire à une ordonnance de non-lieu. Alors, je précise bien que quand la justice rend ce type de décision, elle ne dit pas que les faits n'ont pas eu lieu. C'est pas du tout ce qu'elle dit, mais elle dit simplement que la justice pénale ne peut pas poursuivre pénalement, ce qui n'est pas la même chose, mais ce qui n'empêche que c'est une violence énorme, évidemment, pour les victimes. Un argument qui me semble aussi assez important, c'est la question quand même de la proportionnalité, puisqu'aujourd'hui, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est une volonté du législateur pour marquer une hiérarchie dans la gravité des infractions et faire des crimes contre l'humanité l'infraction la plus grave parce qu'elle touche à l'humanité entière. Et il me semble qu'il est important de conserver cette hiérarchie. C'est d'autant plus important parce qu'on sait très bien comment fonctionne le droit pénal et on sait très bien que si demain il y a une dérogation pour les crimes sexuels, après-demain, on l'aura pour le terrorisme et après-demain pour la nouvelle infraction qui deviendra l'infraction phare de la matière. Et donc, les crimes contre l'humanité auront une espèce de déperdition de leur hiérarchie de gravité. Et enfin, une dernière réflexion sur cette question sur l'imprescriptibilité. Je trouve assez étonnant qu'aujourd'hui, on se pose cette question en permanence d'allonger toujours la prescription, plutôt que de se poser la question qui me paraît plus importante, qui est comment fait-on pour aider une victime à déposer plainte plus vite ? Je pense que se dire il faut déposer plainte le plus tardivement, aussi tardivement que l'on veut, n'offre pas de perspective à une victime et qui serait peut-être plus important de réfléchir vraiment à comment on fait pour qu'une victime dépose plainte rapidement et comment on fait parce que c'est ce qui permet quand même évidemment de déclencher des poursuites pénales et de pouvoir condamner un auteur. Cette question, et d'ailleurs certaines associations disent que le fait aussi d'avoir une prescription est parfois un libérateur de la parole pour les victimes. Soit elles vont déposer plainte juste avant parce qu'il y a une date butoir et qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas la dépasser, soit à l'inverse, elles vont parler des faits une fois que c'est prescrit parce qu'elles savent qu'il n'y aura plus de poursuite pénale et que c'est un moyen de libérer la parole. Donc je pense aussi que ce délai de prescription, il a un sens, y compris pour les victimes. Pour terminer, on peut peut-être insister sur le fait que la loi ne fait pas tout et qu'en matière de violence sexuelle, la prévention a aussi un rôle très important.
Vous avez parfaitement raison. La loi ne peut pas tout. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que nous avons déjà un arsenal répressif extrêmement complet et pour autant, il y a encore beaucoup de violences sexuelles. La réaction un peu épidermique du législateur de voter une loi dans l'urgence après chaque fait médiatisé est évidemment problématique. Aujourd'hui, on en est quand même à quasiment 3 propositions de loi à la suite de la publication de l'ouvrage de Camille Kouchner. Ça semble assez peu raisonnable quand même. Ça semble peu raisonnable parce que les textes sont rarement très aboutis dans ce type de situation. Il est vrai qu'aujourd'hui, la question de la prévention se pose véritablement et on peut penser que c'est davantage par la prévention que l'on va réussir à lutter contre les violences sexuelles que plutôt par un nouvel outil répressif, alors qu'on a déjà un outil assez complet. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant sur la prescription. Les outils de prévention, c'est aussi, par exemple, la formation qui semble très importante pour justement déceler très tôt des victimes de violences sexuelles et permettre un déclenchement de procédures, ou en tout cas la libération de la parole. Alors on parle souvent, actuellement en tout cas, de la formation des magistrats, des avocats, des policiers, mais je pense que ça doit aller bien au-delà. C'est une espèce de prise en compte de la société dans sa globalité, qui doit se regarder en face aux violences sexuelles et qui doit être formée, c'est-à-dire former par exemple les enseignants à détecter des signes, des indices selon lesquels des enfants pourraient être victimes de violences sexuelles. C'est aussi développer la prévention chez les médecins et leur donner des outils de réponse, parce qu'il ne s'agit pas que de détecter, il s'agit aussi de savoir traiter ce type de situation. Donc je pense qu'évidemment, plus que la multiplication normative très largement excessive, des outils de politique publique de prévention seraient particulièrement nécessaire. Eh bien, Madame d'Arsonville, je vous remercie beaucoup pour ces éclairages. Je pense qu'ils seront très utiles aux auditeurs de Dalloz et puis, je l'espère, plus largement dans le cadre des débats parlementaires qui sont menés. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces questions aussi importantes. Macro, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous bientôt pour un prochain podcast.